Je m'appelle Jake Aragon. Je ne suis pas le genre d'homme qui fréquente les mêmes bars que vous, ou que l'on trouverait en train de mener ses enfants au parc un dimanche ensoleillé. Ma vie ne suit pas des horaires normaux, et j'ai depuis longtemps cessé de me soucier des conventions de la société. Comment expliquer aux gens ordinaires que pendant qu'ils dorment, je poursuis des cauchemars? Le ciel, en ce matin d'avril, était gris, comme épuisé après une nuit de forte pluie. C'était le 3 avril 1995, un lundi. Je venais de rentrer à mon appartement après 3 jours d'insomnie à pourchasser ce que je soupçonnais être un djinn, à travers les grottes de Virginie occidentale. Fausse alerte. Juste un criminel en fuite doté d'un ensemble particulier de capacités pour créer des illusions. Jay laissait cela aux autorités locales après avoir dénoncé leur théâtre. Mon appartement à Chicago n'avait rien de spécial. Une chambre, un salon et une cuisine, une petite salle de bain. Mais il avait un avantage que peu de lieux offraient un sous-sol. Pas le genre de sous-sol que vous montreriez lors d'une visite de la maison, mais celui que vous gardez sous clé. J'y ai conservé mon arsenal des couteaux en argent, des piquets en bois de différentes sortes, de l'eau bénite, des balles spéciales fabriquées avec différents métaux et herbes, des amulettes et des grimoires que j'ai collectionnés pendant 15 ans dans ce travail ingrat. Jay jetait ma veste en cuir usé sur le seul fauteuil de la pièce. Il portait encore l'odeur de la forêt, mêlée à l'odeur métallique du sang séché, mon sang, principalement. Je me dirigeai vers le réfrigérateur presque vide et pris une bière. La première gorgée était toujours la meilleure, surtout après une chasse qui ne s'est pas terminée comme prévu. Tout en buvant la bière, Jay examinait les cicatrices sur mes mains. Chacun avait une histoire, chacun représentait une créature à laquelle je faisais face, et chacun me rappelait ma propre humanité, fragile. La plus récente était encore en train de guérir 3 marques de griffes parallèles à l'intérieur de son avant-bras droit. Un cadeau d'adieu d'un loup-garou que j'ai chassé le mois dernier. Cette chasse particulière a commencé comme bien d'autres. Un appel désespéré, une voix tremblante essayant d'expliquer l'inexplicable. Lauren Reeves, jeune enseignante du primaire, mariée depuis seulement 8 mois. Elle a juré que son mari, Michael, subissait des transformations pendant les nuits de pleine lune. Il partait et revenait avec des vêtements déchirés, parfois avec du sang sur les mains. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une amant, puis elle a soupçonné une sorte de psychose. Lorsqu'elle l'a trouvé en train de dévorer du cerf cru dans le jardin au clair de lune, la réalité l'a frappé comme un train en fuite. Lauren m'a trouvé grâce à un contact mutuel, un médium légitime à Milwaukee qui tient une liste de spécialistes pour différents types de problèmes surnaturels. Lorsqu'il m'a appelé, Jay reconnut la véritable peur dans sa voix. Ce n'était pas le genre de peur qui vient de l'imagination ou d'un film d'horreur regardé très tard dans la nuit. C'était le genre de peur de quelqu'un qui voyait quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose qui remettait en question tout ce qu'elle croyait sur le monde. Le lendemain, Jay conduit ma vieille Chevrolet Impala de 1967 à Madison, dans le Wisconsin, où vivait le couple. C'était une maison typique de banlieue, avec une clôture blanche et un jardin bien entretenu. Tellement normal que c'était ironique. Lauren m'a rencontré à la porte, les yeux gonflés à force de pleurer, les mains tremblantes alors qu'elle tenait une tasse de thé. « Il est parti hier soir », dit-elle en me conduisant dans le salon. La lune était presque pleine. Il a dit qu'il avait besoin de courir, qu'il se sentait étouffé. Jay essayait de l'arrêter, mais elle souleva la manche de son chemisier, révélant des traces violettes de doigts sur son bras. Jay analysait les photos de Michael qu'elle m'a montrées. Un homme ordinaire, conventionnellement attrayant, avec un sourire sincère et des yeux gentils. Professeur universitaire de littérature anglaise. Rien qui suggère la bête décrite par Lauren. Mais j'avais déjà vu cela, la malédiction du loup-garou ne choisit pas en fonction des apparences ou du caractère. Quand est-ce que ça a commencé? Ai-je demandé en examinant la maison à la recherche de signes. Il y a 4 mois, après ce séjour de camping avec ses amis d'université. Il est revenu différent. Plus intense. Plus animal. Au début, ce n'était que des cauchemars, puis sont venues les sueurs nocturnes, l'irritabilité. À la première, pleine lune après le voyage, il a changé. Jay trouvait ce que je cherchais dans le bureau de Michael, un journal détaillant son état, comme il l'appelait. Il était écrit d'une main qui se détériorait à chaque entrée, devenant plus sauvage, moins humaine. La dernière entrée date d'il y a 2 semaines, je ne peux plus le contrôler. La bête est en train de gagner. Lauren n'est pas en sécurité avec moi, personne ne l'est. Lauren m'a montré le sous-sol où Michael s'enfermait les nuits où il pouvait
résister à l'appel de la transformation. Les murs étaient rayés, des taches de sang sur le sol. Les chaînes en acier renforcé se sont brisées comme si elles étaient en papier. Une odeur persistante d'animaux sauvages imprégnait la pièce. Où pourrait-il être maintenant? Ai-je demandé en vérifiant les munitions en argent qu'il transportait. Il y a une réserve forestière à 15 km d'ici. Il a toujours été fasciné par cet endroit, même avant ça. Jai passait les 2 jours suivants à traquer Michael à travers les bois. Jai trouvait des carcasses d'animaux, des traces qui au départ étaient humaines, et se sont progressivement transformées en quelque chose de plus proche d'un loup. La 2e nuit, la lune était complètement pleine, brillant comme un île argenté, dans le ciel. C'est à ce moment-là que je l'ai trouvé, ou plutôt, quand il m'a trouvé. Le son est venu en premier, un grognement sourd à travers les arbres qui a fait dresser les poils sur ma nuque. Jai brandit mon pistolet avec des balles tueloup et d'argent, préparé pour ce qui allait suivre. Mais rien ne pouvait vraiment me préparer à la vue de Michael transformé. Il n'était pas complètement loup, ni complètement homme. C'était une aberration qui reposait sur 2 pattes qui ressemblaient davantage à celles d'un animal, avec des griffes acérées au lieu de doigts, une peau recouverte d'une fourrure sombre et dense, et un museau allongé plein de dents capables de déchirer facilement la chair et les os. Ses yeux, cependant, étaient la chose la plus troublante. Ils étaient toujours humains. Ils étaient toujours les yeux de Michael. Et en eux, j'ai vu un conflit, l'homme combattant la bête, désespéré, implorant sa libération. Il a attaqué, avec une vitesse impressionnante. Jai réussit à tirer 3 fois avant que 16 griffes ne m'arrachent le bras. Les balles l'ont touché, le faisant hurler de douleur, le tueloup agissant comme un poison dans son organisme. Mais cela n'a pas suffi à le faire tomber. Il s'enfuit dans l'obscurité de la forêt, laissant une traînée de sang noir. Jai suivit le sentier pendant des heures, jusqu'à ce qu'il disparaisse au bord d'une rivière. J'ai supposé que Michael était mort, peu de loups-garous survivent à de multiples blessures causées par l'argent et le tueloup. Je suis retourné annoncer la nouvelle à Lorraine, qui a pleuré dans mes bras, un mélange de soulagement et de chagrin. « Il est en paix maintenant », lui dit-il. « L'homme que tu aimais est enfin libéré de la malédiction. » Lorraine a décidé de déménager temporairement dans la maison de ses parents, dans une petite ville du nord du Wisconsin, pour se remettre de ses souvenirs. Je lui ai donné mon numéro au cas où elle aurait besoin de quelque chose, et je suis parti vers une autre ville, une autre chasse. C'était il y a 1 mois. J'avais tort à propos de Michael. Complètement faux. Le téléphone sonna, interrompant mes pensées. Jai posait la bouteille de bière sur la table et Jai répondit. « Jake, c'est Lauren Reeves. » Sa voix était tremblante et la panique était palpable même à travers la ligne téléphonique. Il est là. Michael est vivant. Et il n'est plus humain. Une sensation familière d'adrénaline parcourut mon corps. Jai attrapait un bloc-notes et un stylo. « Donnez-moi l'adresse. J'arrive. » Jai voyageait toute la nuit, au volant de ma vieille Impala, sur les routes désertes du Wisconsin. La radio captait occasionnellement une station country ou évangélique, mais la plupart du temps je la laissais éteinte. J'avais besoin de réfléchir, de planifier. Les loups-garous sont des créatures dangereuses, même lorsqu'ils viennent d'être transformés. Un loup-garou qui avait survécu à 3 tirs de tueloup et d'argent, et qui avait passé 1 mois à se rétablir et à se transformer complètement, était bien pire. Pendant que je conduisais, Jai repensait aux détails de ma conversation avec Lauren dans ma tête. Elle avait déménagé chez ses parents après l'incident, une propriété isolée entourée d'une forêt dense. Depuis 3 nuits, il entendait des hurlements lointains, sentait une odeur étrange dans l'air. Hier soir, quelque chose avait égratigné les murs extérieurs de la maison. Lorsque son père est allé enquêter le matin, il a trouvé d'énormes empreintes de pas dans le jardin, en partie humaines, en partie de loup. Et un message écrit en griffes, sur le mur du porche, le nom de Lorraine. Les créatures telles que les loups-garous ne conservent généralement pas de souvenirs de leur vie humaine après une transformation complète. Si Michael se souvenait encore de Lorraine, cela signifiait qu'il se trouvait dans une étape intermédiaire de transformation. Bientôt, si cela ne s'était pas déjà produit, les derniers vestiges de son humanité disparaîtraient, et il deviendrait quelque chose de complètement différent, un pur prédateur, motivé uniquement par son instinct et sa faim. Je suis arrivé à la maison Reeves à l'aube. C'était un bâtiment de 2 étages de style colonial, avec un grand porche entourant toute la façade. Les couleurs autrefois vives de la peinture se sont estompées avec le temps, et le jardin a montré des signes de négligence.
Lorraine m'attendait sur le porche, les bras croisés comme pour essayer de se protéger du froid, malgré une matinée relativement chaude pour un mois d'avril. En me rapprochant, j'ai réalisé à quel point elle avait changé en seulement un mois. Des cheveux plus fins, ternes, des cernes profonds, marquant des yeux qui semblaient en avoir trop vu. Il m'a montré les marques sur le mur, 5 rainures profondes dans le bois, formant chaque lettre de son nom. Michael a toujours été professeur de littérature, me suis-je dit. Même en tant que monstre, il conservait une certaine appréciation pour la communication écrite. Lorraine m'a guidé jusqu'à la chambre d'Amis au 2e étage, où j'ai pu me reposer quelques heures avant de commencer la chasse. J'ai posé mon sac à dos par terre, et je l'ai ouvert, en sortant mon équipement spécialisé, un pistolet Desert Eagle modifié pour accueillir des balles de plus gros calibre, chargé de munitions spéciales en argent, et en fléau de loup, un couteau de chasse avec une lame en argent pur, plusieurs fléchettes tranquillisantes suffisamment puissantes pour abattre un éléphant, un petit arsenal portable conçu pour éliminer des créatures qui, selon la plupart des gens, n'existent que dans les films d'horreur. J'ai également sorti de mon sac à dos une petite bouteille en verre contenant un liquide rouge visqueux, le sang de Michael, que j'ai récupéré sur l'un des arbres sur lesquels il s'appuyait lors de notre précédente poursuite. Les loups-garous peuvent sentir un autre loup-garou à des kilomètres de distance. Ce serait mon appât. Je me reposais 4 heures, dans un sommeil léger et alerte, comme j'avais appris à le faire au cours de mes années de chasse. Je me suis réveillé complètement alerte au premier signe du soleil couchant. La lune ne serait pas complètement pleine cette nuit-là, mais suffisamment proche pour qu'un loup-garou comme Michael puisse se transformer. Il se trouvait probablement dans une grotte ou dans un abri naturel pendant la journée, se récupérant pour la chasse de nuit. Je suis descendu et j'ai trouvé Lorraine dans la cuisine, en train de préparer du café. Ses parents étaient là partis, pour la ville la plus proche, à environ 25 miles de là, après que Lorraine ait insisté sur le fait qu'elle avait besoin de passer du temps seule. Elle ne leur a pas parlé de ma visite ni de Michael. Certaines vérités sont trop lourdes à partager avec des personnes qui n'ont jamais vu l'autre côté de la réalité. J'ai mangé en silence, en regardant le soleil se coucher par la fenêtre de la cuisine. La température commençait à baisser, et la forêt autour de la maison semblait plus épaisse, plus sombre. Quelque chose dans ces forêts du Nord m'a toujours déstabilisé. Peut-être était-ce le silence profond, interrompu seulement, de temps en temps par le ululement d'un hibou ou le bruissement des feuilles, ou peut-être était-ce dû au fait que ces terres étaient autrefois sacrées pour les tribus indigènes qui croyaient que les forêts étaient remplies d'esprits et de créatures dépassant l'entendement humain. Ils n'avaient pas tort. Avant de partir, j'ai demandé à Lorraine de bloquer toutes les entrées de la maison, de ne l'ouvrir à personne et de s'enfermer dans la pièce la plus intérieure avec de l'eau, de la nourriture et un téléphone. Je lui ai donné un petit pistolet chargé de balles en argent, juste un cas d'urgence. Le regard dans ses yeux alors qu'elle tenait l'arme m'a dit qu'elle n'était plus la même femme que j'avais rencontrée il y a un mois. Le traumatisme change les gens souvent d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Je suis entré dans la forêt alors que la lune brillait déjà haut dans le ciel. Mes sens étaient en alerte, chaque bruit et chaque odeur étant enregistrés et interprétés. La nuit était étrangement silencieuse, comme si chaque créature savait qu'un prédateur suprême était liberté. Je me suis dirigé vers le nord, guidé par un instinct développé après des années de traque du surnaturel. Au bout d'1 heure environ, je me suis arrêté dans une petite clairière. J'ai sorti le flacon des angles de Michael de mon sac à dos, et je l'ai versé sur une bûche, tombée. L'odeur métalliqueuse répandit dans l'air nocturne. Il était temps de transformer le chasseur en appât. J'ai grimpé sur un arbre solide, à environ 15 pieds du sol, et me suis positionné sur une branche suffisamment large pour me soutenir. De là, il avait une vue dégagée sur la clairière, et le sang. J'ai préparé mon arme et j'ai attendu. La patience est une vertu indispensable pour un chasseur comme moi. Les heures passaient lentement. À minuit, j'ai entendu le premier hurlement, suffisamment éloigné pour se trouver à des kilomètres, mais clairement dirigé vers le ciel. Ce n'était pas le hurlement d'un loup ordinaire, il était plus profond, plus long, porteur d'une note presque humaine qui faisait dresser les poils sur ma nuque. À 2 heures du matin, j'ai remarqué le premier signe d'approche. Un silence absolu, comme si la forêt entière avait retenu son souffle. Puis, le bruit presque imperceptible des branches qui s'écartent. Quelque chose de grand se déplaçant avec une grâce surprenante entre les arbres. L'odeur est venue ensuite, un mélange d'herbe, de sang et quelque chose de primal et de sauvage. Les loups-garous ont une odeur distinctive, impossible à confondre une fois qu'on la connaît. C'est l'odeur du
Prédateur suprême, quelque chose qui puise dans une partie ancienne de notre cerveau et dit cours. Mais je n'ai pas couru. Je restais aussi immobile que l'arbre lui-même, contrôlant ma respiration, regardant les ombres bouger entre les arbres. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois après un mois, et cette vue m'a presque fait perdre l'équilibre. Michael avait complètement changé. Je n'étais plus la créature mi-homme mi-loup à laquelle je faisais face auparavant. Il était désormais quelque chose qui défiait la nature, un corps qui semblait avoir été sculpté pour la mort. Plus grand que n'importe quel loup-garou que j'aie jamais vu, mesurant au moins 8 pieds, même s'il marchait légèrement courbé. Son pelage était noir comme la nuit, à l'exception de taches grises sur son dos et sur sa poitrine, là où Mbal l'avait touché. Ses membres étaient longs et puissants, terminés par des griffes qui semblaient faites pour déchirer l'acier. Le museau était plus allongé, plus lupin, mais conservait une horrible ressemblance humaine dans sa structure. Et les yeux. Les yeux humains de Michael avaient été remplacés par des orbes jaunes qui brillaient dans l'obscurité comme des braises. Ils n'y avaient plus de conflit entre eux, plus aucun signe du professeur d'université. Juste la faim, la rage et une intelligence prédatrice plus effrayante que la force brute. Il entra dans la clairière, son corps massif bougeant avec une fluidité fascinante. Il s'est arrêté près de la malle où j'avais versé son sang, s'est penché et la sentit. Un grognement sourd et continu émanait de sa poitrine alors qu'il enquêtait sur les lieux. Jai levait mon arme en silence, visant le centre de la poitrine de la créature. Ce serait un coup franc, droit au cœur. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être que c'était un des années d'entraînement qui disait qu'il ne fallait jamais tirer sans être absolument sûr de l'effet. Peut-être était-ce le souvenir de ces yeux humains que j'ai vus lors de notre premier combat, de ce dernier appel à la libération. Mon hésitation a été ma première erreur. Les narines de Michael se dilatèrent soudainement, et dans un mouvement trop rapide pour sa silhouette massive, il se tourna et me regarda directement dans l'arbre. Nos regards se croisèrent pendant un instant qui parut une éternité. Il sourit. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que j'ai vu. La bouche pleine de crocs mortels s'ouvrit sur un sourire complice, presque humain dans sa cruauté. L'instant d'après, il a bondi un mouvement si puissant qu'il a parcouru les 5 mètres de hauteur et la distance jusqu'à ma position en une seule impulsion. J'ai tiré 1 fois, 2 fois. Les balles ont touché son épaule et sa poitrine, le faisant rugir de douleur, mais elles ne l'ont pas arrêté. Les griffes se sont refermées sur ma jambe droite alors que j'essayais de m'éloigner. La douleur fut immédiate et intense, comme un fer rouge transperçant ma chair. L'impact de l'attaque m'a déséquilibré et je suis tombé de l'arbre, essayant désespérément de m'accrocher aux branches pendant que je tombais. J'ai heurté le sol avec un bruit sourd, l'air s'échappant de mes poumons. Ma vision s'est assombrie pendant un moment, mais mon instinct de survie m'a gardé conscient. Jai roulait sur le côté juste au moment où les griffes déchiraient l'endroit où se trouvait ma tête 1 seconde auparavant. Jai réussit à me relever partiellement sur un genou et Jai tirait à nouveau. Cette fois, la balle trouva sa cible, l'abdomen de la créature. Michael recula en titubant, du sang noir jaillissant de la blessure. C'était ma chance. Jai tirait encore 2 fois, visant sa poitrine. Mais Michael était plus rapide qu'avant. Il se déplaçait avec une vitesse surnaturelle, esquivant la trajectoire des balles. D'un mouvement fluide, il se lança à nouveau sur moi. Jai réussit à dégainer mon couteau en argent au dernier moment, le poignardant vers le haut alors qu'il descendait sur moi. La lame lui entailla profondément l'avant-bras, le faisant tressaillir avec un hurlement de douleur. Là où l'arge touchait, sa peau bouillonnait et fumait comme de l'acide. Jen ait profité pour me relever complètement, ignorant la douleur brûlante dans ma jambe mutilée. Nous étions désormais face à face, 2 prédateurs se jaugeant. Le sang coulait le long de ma jambe, formant une mare sombre sous mes pieds. L'adrénaline m'a tenu debout, mais je savais que cela ne durerait pas longtemps. Michael, bien qu'il ait été blessé, semblait presque revigoré par la confrontation, sa poitrine massive se soulevant et s'abaissant dans des respirations lourdes et contrôlées. Il a commencé à m'entourer lentement, testant mes réflexes avec de petites avancées. J'ai suivi ses mouvements, gardant toujours le couteau en position défensive. Mon arme était tombée à quelques mètres hors de ma portée lors de la chute. C'est à ce moment-là que j'ai commis ma 2e erreur. Alors que j'attrapais l'arme, je détournai momentanément le regard de Michael. C'était tout ce dont il avait besoin. L'impact est venu de mon côté droit, comme celui d'un train de marchandises. Jai était projeté contre le tronc d'un arbre, sentant au moins 2 côtes se briser sous l'impact. Le couteau m'a glissé des mains et est tombé dans l'herbe épaisse.
La douleur était aveuglante, mais j'ai réussi à rouler tandis que Michael se précipitait à nouveau. Ses griffes déchiraient l'écorce de l'arbre où je me trouvais un instant auparavant, arrachant des morceaux comme du papier. En désespoir, de cause, j'ai attrapé une branche tombée et je l'ai utilisée pour écraser le museau de la créature alors qu'elle se tournait vers moi. Le coup fut suffisamment fort pour le désorienter un instant, me laissant le temps de localiser mon couteau. J'aille ramper vers la lame, chaque mouvement envoyant des vagues d'agonie dans mon corps. Mes doigts touchèrent le manche du couteau au moment précis où je sentis le souffle chaud de Michael sur la nuque. Je me suis roulé sur moi-même, brandissant le couteau comme une extension de mon bras, et j'ai poignardé vers le haut avec toute la force que je pouvais rassembler. La lame pénétra, sous la mâchoire de la créature, atteignant le point où le cou rencontre la tête. Michael rugit de douleur, un son si fort et si primal qu'il semblait impossible qu'il ait été humain autrefois. Il s'est éloigné, m'arrachant le couteau des mains alors qu'il se débattait. Jai profitait de ce moment pour me traîner jusqu'à mon arme tombée. Chaque centimètre était une bataille contre la douleur et la perte de sang. Quand j'ai finalement atteint le Desert Eagle, je me suis à nouveau tourné vers Michael. Ce que j'ai vu m'a fait geler. Michael avait arraché le couteau de son cou et me regardait maintenant avec une intensité effrayante. La blessure, qui aurait été mortelle pour un loup-garou ordinaire, commençait déjà à se refermer. C'était comme si j'étais confronté à quelque chose au-delà d'un simple loup-garou, quelque chose qui avait franchi un seuil d'évolution surnaturelle. Il avança, avançant désormais avec une prudence calculée. J'ai levé l'arme et j'ai tiré. La balle l'a touché à l'épaule, sans grand effet. J'ai tiré à nouveau, et cette fois je l'ai touché à la poitrine. Il chancela, mais continua d'avancer. Ma dernière balle l'a touché à l'île droit. Michael poussa un hurlement d'agonie, recula et se griffa le visage avec ses énormes griffes. C'était le moment idéal pour porter un coup fatal, mais mon corps était déjà à ses limites. La perte de sang commençait à faire des ravages, et ma vision s'assombrissait sur les bords. Avec un dernier effort, je me suis levé et j'ai couru, ou plutôt chancelé loin de la clairière, dans l'obscurité de la forêt. Je pouvais entendre Michael se remettre derrière moi, ses grognements de douleur se transformant en grognements de fureur. Je savais que je ne pourrais pas continuer longtemps. Ma jambe me soutenait à peine, et les ans formaient une traînée claire à travers la végétation. Ce n'était qu'une question de temps avant que Michael ne me rattrape et termine le travail. C'est alors que j'aille repérer une petite grotte entre les racines d'un vieil arbre tombé. Sans hésitation, j'ai rampé à l'intérieur, me pressant contre le mur de terre humide. L'espace était trop étroit pour que Michael puisse y entrer, mais cela signifiait aussi que j'étais piégé. J'ai rechargé mon arme avec les dernières balles en argent que je portais. 6 coups. Il faudrait que cela suffise. Les minutes passèrent comme des heures, alors que je luttais pour rester conscient. La douleur dans ma jambe s'était transformée en un picotement lointain, ce que je savais être un mauvais signe. La perte de sang commençait à affecter ma capacité à penser. Jai pensait à Lorraine, qui attendait à la maison. Jai pensait à toutes les autres créatures que j'avais chassées au fil des années. J'ai pensé à la façon dont j'allais mourir seul dans une grotte boueuse, pourchassé par un loup-garou que j'avais juré d'avoir tué. Le bruit des feuilles qui craquent m'a alerté. Michael était à proximité, reniflant l'air, suivant ma trace de sang. J'entendais sa respiration lourde, comme le soufflet d'un forgeron. Je me pressais davantage contre le mur de la grotte, tenant l'arme à 2 mains pour l'empêcher de trembler. Un grognement sourd sortit de l'entrée de la grotte. Puis, soudain, un silence. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il avait peut-être abandonné et suivi une autre piste. La griffe est apparue sans avertissement, déchirant l'air à quelques centimètres de mon visage. Michael ne pouvait pas entrer dans la grotte, mais il pouvait entrer à l'intérieur avec ce long bras. J'ai tiré 1 fois, 2 fois. Les griffes se rétractèrent momentanément, pour revenir avec encore plus de fureur. Je me suis retiré aussi loin que possible, mais l'espace était limité. Les griffes m'ont déchiré l'épaule, arrachant des morceaux de chair. J'ai crié de douleur, tirant, à nouveau, presque au hasard. La balle a touché le bras de Michael, le faisant à nouveau tressaillir. J'ai entendu un grognement frustré, suivi d'un bruit de terre déchirée. Il essayait de creuser pour m'atteindre. J'ai touché mon épaule blessée, sentant le sang chaud et visqueux couler entre mes doigts. Ma vision était de plus en plus floue, et une étrange sensation de calme commençait à m'envelopper. C'est comme ça que ça s'est terminé alors ? 15 ans à chasser le surnaturel pour ensuite mourir sous les griffes d'un loup-garou particulièrement têtu. Le bruit de creusement a continué pendant plusieurs minutes, puis s'est arrêté.
J'entendis Michael s'éloigner, ses pas lourds écrasant la végétation environnante. Pendant un instant, Jai ressentit un soulagement. Puis Jai réalisait qu'il n'abandonnait pas. Je cherchais une autre entrée. J'avais besoin de sortir de là. Avec un effort surhumain, je me traînais jusqu'à l'entrée de la grotte, attendant un moment où je n'entendrais plus les mouvements de Michael à proximité. Jai émergeait dans la nuit, la lune toujours haute dans le ciel. Guidé par les étoiles, Jai commençait à tituber vers la maison Reeves. Chaque pas était un combat contre la douleur et l'inconscience, mais quelque chose m'a poussé à continuer. Peut-être était-ce le fait de savoir que Lorraine attendait, vulnérable, ou peut-être était-ce simplement l'entêtement qui m'a maintenu en vie si longtemps dans ce métier. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des heures, même si ce n'était probablement que quelques minutes. La forêt semblait sans fin, chaque arbre pareil au précédent. J'ai commencé à soupçonner que je marchais en rond, mon cerveau endommagé par une perte de sang. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le hurlement. Proche, très proche. Michael m'avait retrouvé et jouait maintenant avec moi, comme un chat avec une souris blessée. J'ai trébuché sur une racine qui dépassait et je suis tombé lourdement, au sol, sans avoir la force de me relever. J'ai tourné le dos, pointant l'arme dans la direction du son. 3 balles. C'était tout ce qui se dressait entre moi et la mort. La silhouette massive de Michael apparut entre les arbres, ses yeux jaunes brillant dans l'obscurité, comme des lanternes surnaturelles. L'île droit que j'avais touché était partiellement régénéré, mais présentait toujours une blessure hideuse. Il s'approcha lentement, savourant l'instant présent, conscient que je n'avais pas la force de m'enfuir. J'ai pointé le pistolet, mais mes bras tremblèrent de manière incontrôlable. Le premier tir a complètement raté. Le second l'a touché à l'épaule, sans grand effet. Il ne restait qu'une seule balle. Michael s'est arrêté à quelques mètres de moi, me regardant avec cette cruelle intelligence dans les yeux. Il pencha la tête, presque comme s'il évaluait mon état. Puis il s'assit délibérément sur ses pattes arrière, comme un chien obéissant. Ce geste m'a laissé sous le choc. C'était comme s'il voulait me dire qu'il n'avait plus besoin de me chasser, j'étais déjà vaincu. Ou peut-être que, dans un dernier brin d'humanité, il me donnait une chance de survivre. Quelle que soit la raison, cela n'a pas duré longtemps. Avec un grognement qui ressemblait plutôt à un rire, il se précipita vers moi. Jai tirait la dernière balle directement dans sa poitrine. L'impact le fit chanceler, mais ne l'arrêta pas. Ses griffes déchiraient l'air à quelques centimètres de mon visage, alors qu'un son fort et métallique résonnait dans la forêt. Un coup, puis un autre, et un autre. Michael se tordit, rugissant de douleur. D'autres tirs, venant de quelque part sur ma gauche. La créature se retourna, grognant en direction des tirs, du sang noir suintant de plusieurs nouvelles blessures. Après un moment d'hésitation, il s'élança dans l'obscurité et disparut dans les arbres. J'ai essayé de me relever, mais je n'avais plus de force. Ma vision est devenue complètement noire, et la dernière pensée que j'ai eue avant de perdre connaissance a été que peut-être, juste peut-être, que je pourrais survivre à cette nuit après tout. Je me suis réveillé avec l'odeur d'un antiseptique et le son lointain d'une voix féminine. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais à l'hôpital. Mais lorsque j'ai repris conscience, j'ai réalisé que j'étais allongé dans un lit étrange, dans une pièce qu'il m'a fallu quelques secondes pour reconnaître comme étant la chambre d'amise de la maison des parents de Lorraine. Jai essayait de bouger et Jai était immédiatement récompensé par une vague de douleur si intense que j'ai presque perdu connaissance à nouveau. Ma jambe droite était étroitement bandée, tout comme mon épaule. La respiration était douloureuse, confirmant mes soupçons concernant les côtes cassées. La faible lumière qui traversait les rideaux partiellement fermés indiquait qu'il faisait déjà jour. Depuis combien de temps était-il inconscient? Heures? Une journée entière? Avec effort, je tournai la tête pour examiner la pièce. Sur une table à côté du lit, j'ai vu mon Desert Eagle démonté et nettoyé, ainsi qu'une boîte ouverte de munitions en argent. Quelqu'un avait pris soin de mes armes alors que j'étais frappé d'incapacité. C'était bon signe. La porte de la chambre s'ouvrit et Lorraine entra, portant un plateau contenant ce qui ressemblait à de la soupe et de l'eau. Lorsqu'il me vit réveillé, il se figea un instant, puis posa le plateau sur la commode et s'approcha du lit. Son apparence m'a surpris. Ce n'était pas seulement les cheveux ébouriffés ou les cernes profonds sous ses yeux, c'était le look. Ses yeux qui exprimaient autrefois de la peur et de la confusion affichaient désormais une dureté et une détermination que j'ai immédiatement reconnues. C'était le regard de quelqu'un qui avait affronté la terreur et avait survécu. C'était Lorraine qui avait tiré dans les bois. Elle m'a raconté comment, après des heures d'attente dans sa chambre,
Elle avait entendu des coups de feu au loin. Il avait pris le fusil que je lui avais donné ainsi que le fusil de chasse de son père et était parti à ma recherche. Il m'a trouvé à peine vivant, avec Michael sur le point de porter le coup fatal. Ces tirs n'ont pas tué la créature, mais l'ont suffisamment blessée pour la faire reculer. Ensuite, Lorraine m'a traîné à travers la forêt pendant près d'1 kilomètre, avant de réussir à me conduire jusqu'au camion de son père, qui était garé sur une route forestière à proximité. Il m'a ramené à la maison et a soigné mes blessures du mieux qu'il pouvait, en utilisant ses connaissances en premier secours et quelques fournitures médicales qu'il gardait au cas où. Alors que je récupérais au cours des heures suivantes, j'ai y passé la majeure partie de mon temps à étudier tout ce que je savais sur la transformation de Michael. Un loup-garou commun est une créature de la Lune, soumise au cycle lunaire et encore partiellement humaine, même sous sa forme transformée. Mais ce à quoi j'ai été confronté était différent. Michael avait évolué, ou dégénéré, selon le point de vue, vers un état plus permanent, plus bestial, plus puissant et infiniment plus dangereux. À un moment donné au cours de ce mois, la bête avait pris le contrôle total, supprimant complètement l'humain. S'il restait encore la moindre trace de Michael à l'intérieur de cette créature, elle était profondément enfouie sous des couches d'instinct primaire et de faim insatiable. Ma chasse devrait changer. Je n'essayais plus de sauver un homme de sa malédiction. Il chassait un monstre qui devait être arrêté avant qu'il ne tue davantage de personnes. Le 3e jour après l'attaque, alors que j'étais capable de me lever et de marcher à l'aide d'une canne de fortune, les parents de Lorraine sont revenus. Ce n'était pas une rencontre agréable. Même si Lorraine essayait d'expliquer ma présence comme celle d'un expert en contrôle de la faune, il était clair qu'il n'accrochait pas à l'histoire. Le fait que j'étais gravement blessé et lourdement armé n'a pas aidé. Mais ce qui a vraiment tout changé, c'est l'attaque de cette nuit-là. Le soleil se couchait lorsque nous entendîmes le premier hurlement. Beaucoup plus près qu'il n'aurait dû l'être, venant de la direction de la grange derrière la maison. Ce n'était plus le bruit d'une chasse d'animal, c'était l'appel d'un prédateur, qui avait trouvé sa proie piégée. Les parents de Lorraine ont réagi avec incrédulité, puis avec une peur croissante à mesure que les hurlements devenaient plus fréquents et que le bruit de quelque chose de gros se déplaçant dans la maison s'intensifiait. J'ai essayé d'expliquer le danger dans lequel nous nous trouvions, mais j'ai été accueilli par des regards incrédules jusqu'à ce que les premières griffes grattent la porte arrière. Cette nuit-là a été un cauchemar de verres brisés, de portes forcées et de meubles traînés pour bloquer les entrées. Michael, non. La créature qui avait été Michael encerclait la maison, testant chaque point d'entrée possible avec une intelligence inquiétante. Il ne s'agissait pas de l'attaque directe d'un animal enragé, mais de l'approche calculée d'un prédateur qui savait exactement ce qu'il faisait. Dans un moment de désespoir, alors que je rechargeais le pistolet, les mains tremblantes à cause de la perte de sang, j'ai réalisé la gravité de notre situation. Nous étions assiégés par quelque chose qui ne voulait pas abandonner, qui ne se lassait pas et qui ne montrait aucune pitié. Un prédateur amoureux, poursuivant la femme qu'il aimait autrefois, mais maintenant pour des raisons complètement différentes. Pas par amour, mais par vengeance, obsession ou simplement faim. Je ne le saurais jamais avec certitude. Vers minuit, la créature a réussi à briser l'une des fenêtres du premier étage. Le père de Lorraine fut le premier à réagir, tirant avec son fusil de chasse vers l'énorme silhouette qui s'insinuait par l'ouverture. Le coup de feu a touché Michael à l'épaule, le faisant sursauter momentanément. Mais l'expression de choc sur le visage de l'homme, lorsqu'il a vu ce qui attaquait réellement sa maison, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas seulement la peur, c'était la destruction complète de sa vision du monde, l'acceptation forcée d'une réalité à laquelle il n'était pas prêt à affronter. Lorraine a entraîné ses parents au 2e étage pendant que, malgré mes blessures, Jem positionnait dans les escaliers avec mon Desert Eagle. J'ai tiré lorsque Michael s'est finalement frayé un chemin à travers la vitre brisée, le touchant à la poitrine et à l'abdomen. Une fois de plus, les balles d'argent et de Wolfsbane le firent reculer, rugissant de douleur. Mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Chaque fois qu'elle le frappait, il semblait que l'effet des balles durait moins longtemps. Au cours des heures suivantes, la créature a fait le tour de la maison, à la recherche de points faibles, forçant parfois l'entrée pour être repoussée par des coups de feu. Mes munitions s'épuisaient rapidement et ma condition physique se détériorait à chaque mouvement. La plaie sur ma jambe s'était rouverte, et je pouvais sentir du sang chaud suinter sous les bandages de fortune. C'est Lorraine qui a eu l'idée qu'elle pourrait nous sauver. Le sous-sol de la maison était ancien, renforcé de pierre et de béton. Il n'y avait qu'une seule entrée,
une lourde porte en chêne qui pouvait être fermée de l'intérieur. Si nous pouvions nous y réfugier, nous aurions su une position plus défendable et pourrions peut-être tenir jusqu'à l'aube, date à laquelle la créature se retirerait probablement pour se cacher de la lumière du jour. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était le meilleur que nous avions. Après une brève pause entre les attaques, nous sommes rapidement descendus dans le sous-sol, emportant quelques provisions, des lampes de poche et toutes les armes disponibles. Le père de Lorraine m'a aidé à descendre les escaliers, ma jambe cédant presque sous mon poids à chaque pas. Le sous-sol était humide et sombre, avec des murs en pierre brute et un sol en terre battue. Quelques vieux meubles étaient entassés, dans un coin, recouverts de draps poussiéreux. Une seule ampoule nue pendait au plafond, projetant des ombres jaunes sur nos visages tendus. Dès que nous avons fermé la lourde porte derrière nous, nous avons entendu un bruit de verre brisé à l'étage, suivi de pas lourds. Michael était de nouveau entré dans la maison et nous cherchait maintenant. Les minutes qui ont suivi ont été un exercice de maîtrise de soi, alors que nous écoutions la créature détruire systématiquement toutes les pièces de la maison à sa recherche. Des meubles renversés, des portes arrachées de leurs gonds, des murs arrachés. La maison entière semblait trembler sous la fureur de la créature. Ensuite, silence. Un silence si profond et si lourd qu'on pourrait presque le toucher. Instinctivement, nous avons tous levé les yeux vers le plafond en bois du sous-sol, attendant l'inévitable. Le premier impact a fait tomber de la poussière des chevrons. Michael nous avait repérés et essayait maintenant de se frayer un chemin à travers le plancher. Le vieux bois gémissait sous la pression de ses griffes. De petits éclats commencèrent à tomber, suivis par des morceaux plus gros. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ouvre un trou suffisamment grand. Je me suis positionné directement sous le point où il attaquait, le pistolet pointé vers le haut. Alors que les griffes traversèrent les planches du plancher, créant une ouverture de la taille d'un poing, Jai tirait 3 fois de suite. Jai entendit un rugissement de douleur et l'attaque sur le sol a momentanément cessé. Jen profitait pour vérifier mes munitions. 2 balles. C'était tout ce qui restait des balais spéciales en argent et en aconie. Le père de Lorraine avait encore quelques cartouches pour son fusil de chasse. Mais les munitions ordinaires seraient pratiquement inutiles contre une créature comme Michael. Au-dessus de nous, nous entendions le bruit des meubles qu'on traînait. Michael plaçait quelque chose de lourd sur l'endroit le plus fragile du sol, augmentant ainsi la pression. Le bois commença à craquer plus intensément. C'est alors que Jai eut un moment de clarté. Nous ne pourrions pas continuer ainsi indéfiniment. Même si nous survivions cette nuit-là, Michael serait de retour la nuit suivante et celle d'après. C'était un cycle sans fin, à moins que je ne l'arrête pour de bon. Jai évaluait mes options. Les balles d'argent étaient efficaces, mais pas assez. Mortelles pour une créature qui avait autant évolué que Michael. Il avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait le détruire complètement. Mon regard tomba sur le briquet dans la poche de ma veste déchirée, puis sur un vieux générateur diesel dans un coin de la cave. Une idée a commencé à se former terrible, extrême, mais peut-être notre seule chance. Jai appelait Lorraine de près et lui a expliqué mon plan à voix basse. Son visage pâlit, mais il hocha la tête avec détermination. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation ou la sentimentalité. L'homme qu'elle avait aimé était mort depuis longtemps, ce qui restait n'était qu'un phénomène naturel qu'il fallait arrêter. Avec l'aide de son père, Jai ouvert le réservoir du générateur et j'ai commencé à verser le diesel en cercle autour de la zone où Michael attaquait le plancher. La forte odeur de carburant emplissait la cale, nous faisant tous tousser. Nous n'avions pas beaucoup de temps. Le sol s'effondrait rapidement. De gros morceaux de bois tombaient tandis que les griffes de Michael déchiraient, sans relâche, les planches. Je voyais son museau appuyé contre l'ouverture, ses yeux jaunes brillant d'une fureur meurtrière, alors qu'il me regardait préparer le piège. Il demande à tout le monde de se positionner près de la porte du sous-sol, prêts à sortir de la maison, en courant à mon signal. Lorraine a hésité, ne voulant pas me laisser derrière, mais je l'ai convaincu que c'était le seul moyen. Quelqu'un devait rester pour allumer le feu et de s'assurer que Michael ne s'échappe pas. Le plan était simple et brutal: attirer Michael complètement dans le sous-sol, mettre le feu au diesel et le piéger dans un piège à incendie. La maison entière brûlerait probablement, mais si cela fonctionnait, ce serait la fin de Michael. Le sol finit par céder dans un craquement assourdissant. Un morceau de bois de la taille d'une table est tombé au centre de la cave et Michael a sauté par l'ouverture, atterrissant lourdement à quelques mètres de moi. Sa silhouette monstrueuse semblait encore plus grande dans l'espace confiné, bloquant la faible lumière de la lampe. Jai criait aux autres de courir alors que Jai tirait une de mes 2 dernières balles, touchant Michael à la poitrine. Comme prévu, la balle ne l'a fait reculer que momentanément. Il chargea à nouveau,
plus en colère que jamais, ses griffes coupant l'air à quelques centimètres de mon visage alors que j'esquivais de peu. Jai entendit la porte du sous-sol claquer. Lorraine et ses parents s'étaient échappés. Il était temps de passer à la phase finale du plan. Jai reculait contre le mur du fond, gardant Michael concentré sur moi. La créature avançait lentement, savourant l'instant présent, consciente que j'étais coincé. Le diesel a formé un cercle complet autour de nous, la seule interruption étant le chemin que j'avais prévu de fuir au dernier moment. Lorsque Michael était exactement au centre du cercle de carburant, Jai activait le briquet. La petite flamme semblait insignifiante comparée à l'obscurité du sous-sol et à l'énormité de la menace devant moi. Michael a semblé réaliser mon intention, une seconde trop tard. Au moment où il cesse précipiter vers moi, j'ai jeté le briquet dans le diesel. Le feu cesse de propager à une vitesse étonnante, escaladant les murs en bois et nous s'engloutissant instantanément dans un enfer. La chaleur était insupportable, l'air se remplissait immédiatement d'une fumée dense et toxique. Michael rugit de douleur et de fureur alors que les flammes atteignaient son corps, sa fourrure prenant rapidement feu. Il s'est débattu, essayant d'échapper au cercle de feu, mais je l'avais déjà prévu. Juste au moment où il se retournait pour se mettre en sécurité, j'ai tiré ma dernière balle, le touchant à la base de sa colonne vertébrale. L'impact l'a fait tomber au centre du cercle en feu. Même paralysé de la taille aux pieds, il a rampé, vers moi, déterminé à m'emmener avec lui jusqu'à la mort. Ses yeux jaunes, reflétant le flamme, se fixèrent sur les miens avec une haine surnaturelle. La chaleur s'intensifiait de seconde en seconde, et la fumée rendait la respiration presque impossible. Je savais que je devais sortir de là immédiatement, sinon je succomberais à la fumée avant même que le feu ne m'atteigne. Après avoir jeté un dernier regard à la créature qui avait été Michael, je me suis retourné et Jai trébuchait vers la sortie, ma jambe blessée protestant à chaque pas. Les flammes avaient déjà atteint les escaliers, les transformant en un tunnel de feu que je devrais traverser pour survivre. Je n'avais pas le choix. Je me suis couvert le visage avec mon bras et j'ai plongé en enfer. La douleur a été instantanée et accablante, comme je ne l'avais jamais ressenti auparavant. Le feu a léché mes vêtements, mes cheveux, ma peau exposée. Mais l'adrénaline et l'instinct de survie m'ont propulsé vers le haut, échelon après échelon, tandis que derrière moi les hurlements de Michael se sont transformés en quelque chose de plus primal et angoissant. J'atteignis la porte du sous-sol, que Lorraine avait laissée entr'ouverte comme nous l'avions convenu. Je l'ai poussée avec mon épaule et je suis tombé dans le couloir de la maison qui commençait déjà à être consumé par les flammes. L'oxygène frais a alimenté le feu dans mes vêtements, intensifiant la douleur. Jai roulait sur le sol pour éteindre les flammes, puis Jai rampait vers la porte d'entrée. Chaque mouvement était une pure agonie, mais l'alternative était la mort. Depuis le sous-sol, je n'entendais plus les hurlements de Michael, juste le crépitement furieux du feu qui dévore la maison. Jai finalement atteint la porte d'entrée et je l'ai ouverte avec le peu de force qu'il me restait. Je suis tombé sur le porche et j'ai continué à ramper pour m'éloigner de la maison en feu. Lorraine a couru vers moi, m'aidant à me mettre à une distance sûre. Ses parents ont été choqués de voir leur maison ancestrale consumée par l'incendie que j'avais allumé. Il n'y avait aucune désapprobation dans leurs yeux, juste une acceptation sourde du fait que le monde avait irrévocablement changé pour eux cette nuit-là. Allongé sur l'herbe froide, j'ai regardé les flammes s'élever dans le ciel nocturne. La structure de la maison craquait et craquait, la chaleur si intense qu'on pouvait la sentir même à plusieurs mètres. C'est à ce moment-là que nous l'avons entendu. Un hurlement final, si plein de douleur et de fureur qu'il semblait impossible qu'il ait été produit par quelque chose de ce monde. Un fracas assourdissant a suivi lorsque le toit de la maison s'est effondré en voyant une colonne d'étincelles dans le ciel. Lorraine m'a serré la main et ses yeux ont rencontré les miens. Nous savions tous les deux que c'était la fin pour Michael. Aucune créature, aussi surnaturelle soit-elle, ne pourrait survivre à cet enfer. L'incendie a brûlé pendant des heures, réduisant la maison centenaire en cendres et en décombres fumants. Nous regardions tous les quatre en silence, chacun perdu dans nos propres pensées. Quand l'aube est enfin arrivée, le premier jour du reste de notre vie, il ne restait plus qu'une coquille carbonisée à l'endroit où se trouvait autrefois la maison. Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après, appelés par des voisins qui avaient vu l'incendie à des kilomètres de distance. Alors qu'ils me placèrent sur la civière, j'ai regardé Lorraine une dernière fois. Il y avait une nouvelle détermination. Dans son regard, une force que seuls ceux qui ont affronté le surnaturel et survécu peuvent comprendre. Je hochai légèrement la tête. Une reconnaissance silencieuse de ce à quoi nous avions fait face ensemble. Elle a rendu le geste, puis la porte de l'ambulance s'est fermée,
m'amenant à l'hôpital et m'éloignant de cette nuit d'horreur. Alors que l'ambulance s'éloignait, mes pensées erraient entre la conscience et le délire provoqué par la douleur. Une partie de moi était soulagée de ne finir avec Michael. Une autre partie, plus expérimentée et prudente, m'a rappelé combien de fois dans le passé j'avais cru avoir éliminé une menace, pour ensuite découvrir que le surnaturel avait des moyens de persister au-delà de toute logique ou raison humaine. Mais cette fois, ce serait différent. Il le fallait. Le feu purifie, détruit, transforme tout en cendres. Même un loup-garou évolué ne pourrait pas survivre à une telle destruction. C'est du moins ce que j'essayais désespérément de croire alors que les ténèbres de l'inconscience m'enveloppaient finalement, m'éloignant des souvenirs de cette nuit, des griffes et des yeux jaunes et du rugissement final d'une créature, qui n'était plus un homme ou un loup, mais quelque chose de bien pire. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital pour me remettre de brûlures au 2e degré, d'une perte de sang et de multiples blessures aux griffes que les médecins attribuaient, avec une grande confusion, à une attaque d'animal sauvage. Je leur ai laissé croire ça. Certaines vérités sont trop lourdes à supporter pour le monde commun. Lorraine ne m'a rendu visite qu'une seule fois pendant mon séjour. Elle est arrivée tranquillement, avec de profonds cernes sous les yeux, et un regard lointain que j'ai bien reconnu le regard de quelqu'un dont le monde avait été déchiré et reconstruit en quelque chose de méconnaissable. Il s'est assis à côté de mon lit, et nous sommes restés assis en silence pendant de longues minutes. Il n'y avait pas besoin de mots. Nous savions tous les deux à quoi nous avions fait face, ce que nous avions perdu et comment nous ne serions plus jamais les mêmes. Elle m'a dit que ses parents se remettaient lentement du traumatisme, trouvant du réconfort dans des explications rationnelles de l'irrationnel, les problèmes mentaux de Michael, sa consommation de drogue, et peut-être même une maladie inconnue. Le cerveau humain est extraordinairement efficace pour se protéger des vérités insupportables, construisant des récits acceptables même face à l'impossible. L'enquête officielle a conclu que l'incendie avait été provoqué par un court-circuit dans la cave. Quant aux restes retrouvés parmi les décombres calcinés, ils ont été si gravement endommagés par l'incendie que les autorités n'ont pu que confirmer qu'ils appartenaient à un gros animal, peut-être un ours, entré dans la maison pendant le chaos. L'affaire a été classée, un autre mystère inexplicable dans les statistiques policières. Avant de partir, Lorraine m'a remis une enveloppe contenant une clé et un morceau de papier avec une adresse. Un petit chalet isolé appartenant à sa famille, où j'ai pu me reposer complètement à l'abri des regards indiscrets. Votre dernier acte de gentillesse avant que nos chemins ne se séparent pour toujours. Certaines personnes traversent brièvement nos vies, mais laissent des marques permanentes dans nos âmes. J'ai accepté l'offre, sachant que j'avais besoin de temps et de solitude. Les blessures physiques guérissaient au bien, mais les autres, les invisibles, demanderaient plus de temps. La cabane se trouvait dans le nord du Wisconsin, presque à la frontière du Michigan, entourée de kilomètres de forêt dense. C'était rustique, avec une cheminée en pierre, son propre générateur et une généreuse réserve de bois de chauffage. Un lieu d'oubli, de ressourcement, de réflexion. J'ai passé les premiers jours à simplement exister, à dormir quand je le pouvais, à me réveiller trempé de sueur après de vifs cauchemars où ses yeux jaunes me poursuivaient à travers des labyrinthes sans fin d'arbres en feu. Petit à petit, j'ai établi une routine. De courtes promenades pour reprendre des forces dans mes jambes, la lecture de vieux livres de mythologie trouvés sur une étagère poussiéreuse, des repas simples préparés sur le poêle à bois. Le 10e jour, je me sentais enfin assez fort pour nettoyer et remonter mes armes. Le Desert Eagle me semblait plus lourd que dans mes souvenirs, comme s'il transportait lui aussi les souvenirs de cette nuit. J'ai vérifié chaque pièce méticuleusement, un rituel qui m'a toujours apporté un certain réconfort par sa précision et sa familiarité. C'est au cours de cette tâche que j'entendis le premier hurlement. Lointain, presque imperceptible, mais incontestablement réel. Un son que je connaissais très bien, qui vivait dans mes cauchemars. Je me figeais, la partie de l'arme que je tenais glissante entre mes doigts soudain raide. Impossible. Ce devait être mon imagination, mon cerveau traumatisé produisant des fantômes sonores. Rien n'aurait pu survivre à cet enfer, pas même Michael. Mais la nuit suivante, les hurlements revinrent. Plus près cette fois, plus distincts. Et les nuits suivantes, de plus en plus près, comme si quelque chose approchait progressivement, testait, évaluait, planifiait. La 5e nuit après le premier hurlement, j'ai pris une décision. Si c'était Michael, si, d'une manière impossible, il avait survécu et m'avait retrouvé jusqu'ici, je n'attendrais pas comme une proie acculée. Cette fois, je serais le chasseur. Je me suis préparé minutieusement.
Jai nettoyait et chargeait toutes mes armes avec les dernières balles d'argent et... Wolfsbane qui j'avais. Jai aiguisait mon couteau en argent jusqu'à ce que je puisse couper du papier avec juste le poids de la lame. Je portais plusieurs couches de vêtements pour me protéger du froid de la nuit et des griffes, le cas échéant. Jai étudiait des cartes de la région, mémorisant les issues de secours, les points culminants, les voies navigables. Jai attendu patiemment jusqu'à la nuit où la lune brillait presque pleine dans le ciel clair hiver. S'il avait affaire à Michael, il serait au fait de ses pouvoirs, mais aussi au fait de sa fureur irrationnelle. J'utiliserais ça contre lui. Jai quittait la cabane peu après le coucher du soleil, me déplaçant silencieusement à travers les forêts. Des années de chasse m'ont appris à marcher tranquillement, à sentir la direction du vent, à lire les signes subtils de la nature. Les animaux se turent à mon passage, sentant le prédateur en moi, ou peut-être ressentir ce qui me suivait. Jai marchait pendant près d'une heure jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal pour mon piège, une petite clairière naturelle entourée d'arbres centenaires, avec une seule entrée évidente. Là, j'installe mon appât, un petit morceau de tissu imbibé de mon propre sang, prélevé sur une blessure qui n'était pas encore complètement cicatrisée. Si Michael me traquait, alors mon sang l'attirerait comme une flamme attire les papillons de nuit. Jai grimpait sur un arbre robuste offrant une vue privilégiée sur la clairière, et me suis positionné sur une large branche, à une vingtaine de pieds du sol. Je me suis assuré d'avoir de lignes de vue claires sous tous les angles de la clairière. Après, j'ai simplement attendu. Les heures passaient lentement. La température a chuté de façon spectaculaire après minuit et j'ai commencé à ressentir les premiers signes d'hypothermie, doigts engourdis, tremblements occasionnels. Mais je n'ai pas bougé. La patience est la vertu la plus importante du chasseur. C'est vers 3 heures du matin que j'ai remarqué le premier changement. Pas un son, mais son absence. Le silence soudain et complet de la forêt, comme si toute la faune sauvage avait collectivement retenu son souffle. Puis l'odeur, cette odeur distinctive de loup-garou, sauvage et musqué, mélangée à quelque chose d'autre, quelque chose que j'ai reconnu comme l'odeur de chair brûlée. Jai soulevait mon Desert Eagle lentement, retirant la sécurité sans faire de bruit. Mes yeux, déjà habitués à l'obscurité, scrutèrent les ombres au bord de la clairière. Le mouvement vint en premier, un glissement sinueux entre les arbres, presque imperceptible à l'exception du reflet occasionnel du clair de lune sur quelque chose en mouvement. Puis, finalement, la créature émergea au clair de lune. Ce n'était pas Michael, du moins, pas le Michael que j'ai connu ou le monstre auquel j'ai affronté. L'être qui entra dans la clairière marchait sur 2 jambes, mais de manière instable, comme s'il apprenait encore à utiliser son propre corps. Il était plus petit que le gigantesque loup-garou auquel je faisais face, mais néanmoins considérablement plus grand qu'un homme. Son pelage, autrefois noir et dense, était désormais inégal, avec de grandes zones de peau exposées, rouges et brillantes avec des cicatrices de brûlure. La moitié de son visage avait été complètement détruite par l'incendie, exposant des muscles et des tendons qui bougeaient, de façon écœurante lorsqu'il reniflait l'air. L'un des yeux n'était qu'une orbite vide, mais l'autre, l'île droit que j'avais touché lors de notre précédente confrontation, brillait toujours de cette terrible lumière jaune. Il s'est approché avec hésitation du morceau de tissu recouvert de mon sang, le sentant pendant de longs instants. Puis il a fait quelque chose qui m'a glacé jusqu'au cœur, il a regardé directement ma position dans l'arbre et a souri. Un sourire humainement impossible qui s'étendait littéralement d'une oreille à l'autre sur son visage partiellement détruit. Il savait que j'étais là. Il m'avait attiré dans son propre piège. Avant que je puisse réagir, quelque chose de lourd m'a frappé dans le dos, me faisant tomber de la branche. Je suis tombé maladroitement, mon arme m'a glissé des mains. Alors que je me levais, j'ai fait face à l'impensable, un deuxième loup-garou, encore plus défiguré que le premier. Alors que le premier ressemblait quelque peu à Michael, le second était pratiquement méconnaissable comme quelque chose qui avait, autrefois, été humain. Il était plus petit, plus agile, son corps couvert de vieilles cicatrices précédant les brûlures les plus récentes. J'ai reconnu le motif de 3 cicatrices parallèles sur son abdomen, les mêmes que j'ai vues sur Michael, il y a des mois, lorsqu'il affirmait avoir été attaqué lors d'un séjour en camping. La vérité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Michael n'était pas à l'origine de l'infection. Il avait été infecté par un autre loup-garou qui se tenait maintenant devant moi. Et d'une manière ou d'une autre, ils avaient tous deux survécu à l'enfer que j'avais créé pour le détruire. Nous n'avions pas le temps de traiter cette révélation. Les 2 loups-garous se déplaçaient en parfaite synchronisation, m'entourant comme des loups encerclant une proie. J'ai récupéré
mon arme au sol, et j'ai tiré sur le plus petit garçon, le touchant à la poitrine. La solution miracle l'a fait chanceler, mais elle ne l'a pas arrêté. La créature qui était autrefois Michael a profité de ma distraction momentanée pour attaquer depuis le côté gauche, ses griffes m'arrachant le bras. La douleur était intense, mais l'adrénaline la supprima presque immédiatement. Je me suis éloigné, et j'ai tiré à nouveau, touchant cette fois Michael à l'épaule. Le tir le fit reculer avec un hurlement de douleur, me faisant gagner quelques secondes cruciales. Jay courut vers le centre de la clairière, me positionnant de manière à garder les deux créatures dans mon champ de vision. J'étais sérieusement en infériorité numérique, et mes chances de survie diminuaient de seconde en seconde. J'avais besoin d'égaliser la situation rapidement. Le plus petit loup-garou attaqua le premier, plus impulsif que son compagnon. Jay attendu le dernier moment possible, et Jay tirait directement dans son île restant alors qu'il était à moins de 2 mètres de moi. La balle lui a traversé le crâne, le faisant s'effondrer comme une marionnette dont les fils seraient coupés. Je n'ai pas eu le temps de confirmer s'il était mort. Michael était déjà sur moi, ses griffes déchirant l'air à quelques centimètres de mon visage alors que j'esquivais. J'ai tiré ma dernière balle, l'atteignant à la poitrine, près du cœur, mais pas précisément à l'organe. Il recula en titubant, du sang noir jaillissant de la blessure, mais il resta debout, grondant de fureur. Jay dégainait mon couteau en argent, désormais ma seule défense. Michael m'a fait le tour de moi lentement, son île jaune fixée sur moi, évaluant, planifiant. Il y avait dans ce regard d'une intelligence qui dépassait l'instinct animal, une méchanceté, calculée, un souvenir de qui il était et de ce que je lui avais fait. Il a attaqué avec une vitesse surnaturelle, mais j'étais prêt. Au dernier moment, Jay esquivait sur le côté, utilisant son propre élan contre lui, et Jay enfonçait le couteau dans son côté jusqu'à la garde. L'argent faisait fumer sa chair, et un hurlement d'agonie s'échappait de sa gorge déformée. Il s'écarta, arrachant le couteau de son corps d'un seul mouvement brusque et le jetant dans l'obscurité de la forêt. J'étais désormais complètement désarmé, face à une créature qui, bien que gravement blessée, avait assez de force pour me déchirer. Je reculais lentement, cherchant désespérément le moindre avantage, la moindre arme improvisée. Ma main toucha quelque chose par terre, une branche tombée, épaisse et lourde. Ce n'était pas grand-chose, mais ça devrait faire l'affaire. Michael s'avança à nouveau, plus prudent cette fois. Jay soulevait la branche comme un bâton, prêt à frapper. Quand il a sauté, je me suis balancé de toute la force que j'avais, lui frappant le cou. Le coup l'a momentanément fait dévier de sa trajectoire, me laissant le temps de courir vers le loup-garou tombé et de récupérer mon arme. Je savais que c'était vide, mais Michael ne le savait pas. Jay pointait le Desert Eagle sur lui, le faisant hésiter pendant un moment crucial. À ce moment de pause, Jay entendu un son que je ne m'attendais pas à entendre dans cette forêt isolée, le moteur d'un véhicule qui approchait. Les feux de route traversaient l'obscurité et le bruit des pneus, crissant les sous-bois remplissait la nuit. Une Jeep apparut au bord de la clairière et s'arrêta en dérapant. La lumière des phares illuminait la scène surréaliste, moi, ensanglanté et épuisé. Armé d'un pistolet vide, le cadavre défiguré d'un loup-garou sur le sol. Et Michael, mi-homme, mi-bête, pris dans la lumière comme une photographie de l'enfer. La portière du conducteur s'ouvrit et Loren sauta dehors, brandissant un fusil de chasse. Sans hésitation, il a tiré sur Michael, le touchant à la poitrine. La force de l'impact le repoussa, mais il se remit rapidement et courut dans l'obscurité de la forêt, disparaissant dans les arbres. Loren a couru vers moi, les yeux fous d'adrénaline et de peur. Il m'a tiré dans la Jeep alors que j'essayais encore de comprendre sa présence là-bas. Une fois à l'intérieur du véhicule, il a traversé à toute vitesse l'ouverture de la forêt où il était arrivé, ses phares éclairant le chemin précaire. Ce n'est que lorsque nous étions à des kilomètres de la clairière, sur la route principale, qu'elle parla enfin. Il m'a raconté qu'après l'incendie, il ne pouvait s'empêcher de penser à la possibilité que Michael ait survécu. J'avais fait des recherches obsessionnelles, trouvant des récits historiques de loups-garous qui avaient survécu à des blessures qui auraient tué n'importe quel être normal. Lorsqu'il a découvert que j'étais dans la cabane de sa famille, il était sûr que Michael finirait par me retrouver. Elle est arrivée au chalet ce matin-là pour le trouver vide. Il a suivi mes traces à travers la forêt, une compétence qu'il avait apprise de son père au cours des années de chasse d'animaux normaux, pas de cauchemars surnaturels. Lorsqu'il entendit les coups de feu, il se précipita vers le bruit. Pendant le voyage de retour, j'ai remarqué que Loren portait plus qu'un fusil de chasse. Sur son épaule se trouvait un sac contenant du matériel que je reconnus immédiatement, des miniatures en argent, de l'eau bénite,
des herbes spécifiques pour repousser le surnaturel. Elle était devenue chasseuse, comme moi. L'expérience avec Michael l'avait irrévocablement changée. Nous sommes arrivés tôt le matin dans une petite ville industrielle. Lorraine m'a emmené dans un motel voisin où Jai put soigner mes blessures à l'abri des regards indiscrets. Pendant que je nettoyais les blessures sur mon bras, nous avons discuté de ce que nous avions vu dans la clairière. Le deuxième loup-garou, avons-nous conclu, doit être responsable de la transformation de Michael au cours de ce fatidique voyage de camping. Peut-être avait-il suivi son petit jusqu'à la maison Reeves, attiré par l'odeur de sa propre lignée. Tous deux avaient survécu à l'enfer que j'avais créé, bien qu'horriblement défiguré, et ils chassaient désormais ensemble. Lorraine avait abattu l'un d'eux, définitivement. Mais Michael était toujours en vie, blessé mais vivant. Et tant qu'il vivrait, il continuerait à chasser, à tuer, à transformer les autres. La lune l'appellerait éternellement et le cycle de l'horreur continuerait. Jai passait les semaines suivantes à récupérer lentement pendant que Lorraine et moi planifions notre prochain déménagement. Elle a démontré une aptitude surprenante pour la chasse, absorbant tout ce que je lui ai appris avec une intensité parfois effrayante. Jai réalisait que sa transformation n'était pas seulement externe, il ne s'agissait pas seulement de l'acquisition de nouvelles compétences. C'était quelque chose de plus profond, un changement fondamental dans son âme. Lorsque nous sommes finalement retournés dans la forêt un mois plus tard, nous étions prêts. Pas seulement avec des armes et des stratégies, mais aussi avec des connaissances. Lorraine avait découvert des textes anciens sur les loups-garous primordiaux, des créatures qui n'étaient pas simplement des humains maudits, mais quelque chose de plus primal et plus puissant. Des êtres qui ne pouvaient pas être tués par des méthodes conventionnelles. Nous avons trouvé le repère de Michael dans une grotte au fond des montagnes. L'odeur du sang et de la pourriture était presque insupportable, ce qui indiquait qu'il avait beaucoup chassé dans la région. Les parois de la grotte étaient recouvertes de marques de griffes, certaines formant des motifs qui semblaient presque intentionnels. Comme s'il essayait d'écrire quelque chose, de communiquer d'une manière ou d'une autre. La bataille finale a été brutale et a failli nous coûter la vie. Michael s'était complètement rétabli et était plus fort, plus rapide et plus intelligent qu'avant. Mais nous étions préparés avec nos nouvelles armes, des balles spéciales fabriquées à partir d'un alliage d'argent, d'aconite et de fer météorique, selon une formule ancienne que Lorraine avait découverte. Lorsqu'il tomba finalement, avec 3 de ses balles dans le cœur et une dans la tête, son corps commença à se décomposer rapidement, comme si les siècles le rattrapèrent d'un seul coup. En fin de compte, tout ce qui restait était un squelette, mi-humaine, mi-loupe, et les sentiments oppressants que quelque chose d'ancien et de terrible avait enfin pris fin. Lorraine et moi avons brûlé les restes et répandu les cendres dans un ruisseau voisin, en veillant à ce qu'il ne reste plus rien à régénérer. Puis nous sommes restés silencieux, regardant les cendres emportées par le courant. Le cycle était enfin rompu. Nous nous sommes séparés cette nuit-là, chacun suivant notre propre chemin. Lorraine était entrée dans le monde des ombres et devait maintenant y trouver sa place. Peut-être que nous nous reverrons un jour, lors d'une autre chasse, poursuivant un autre cauchemar. Ou peut-être pas. Le chemin du chasseur est solitaire par nature, et les liens noués dans ce monde ont tendance à être brefs et intenses. Je suis retourné dans mon appartement à Chicago, dans le sous-sol rempli d'armes et d'amulettes, dans la vie que j'avais choisie il y a tant d'années. Mais quelque chose avait changé. La cicatrice sur mon bras, là où les griffes de Michael m'avaient marqué, me picotait parfois les nuits de pleine lune, un rappel constant que certaines batailles ne se terminent jamais vraiment. Elles s'arrêtent simplement. Une marque de la lune que je porterai pour le reste de ma vie. Alors que je range mes armes et me prépare pour ma prochaine chasse, je ne peux m'empêcher de penser à ce que Jai a appris de Michael. Les monstres que je chasse ne sont pas de simples phénomènes naturels. Ce sont des miroirs déformés de l'humanité, reflétant notre propre nature prédatrice, nos instincts les plus primaires, notre capacité à nous transformer en quelque chose de méconnaissable face à la terreur et à l'inconnu. Et je pense aussi à Lorraine, désormais chasseuse à part entière, quelque part là-bas, traquant sa propre proie. Quelque chose me dit que nos chemins se croiseront à nouveau un jour. En attendant, je continue ma veillée solitaire. Car tant que la lune brillera dans le ciel nocturne, appelant les prédateurs à la chasse, Jake Aragon sera là, armé d'argent et de connaissances, prêt à affronter l'impossible. Je m'appelle Jake Aragon et ce n'est qu'une de mes histoires.